Je m'appelle Laurent Ravel. Je suis glaciologue de terrain et géophysicien, formé aux méthodes sismiques passives et à l'imagerie radar à pénétration de glace. Depuis 15 ans, je vis par mission, par campagne, par tranches de froid et de fatigue qui finissent par devenir une normalité. J'ai travaillé au Groenland, sur les plateformes flottantes de la mer de Ross et sur des stations où la lumière ne revient pas pendant des mois. Je suis de ceux qui se sentent plus à l'aise dans le bruit blanc d'un bizarre que dans une salle de réunion chauffée. Bonsoir, ici La Nuit raconte. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne en laissant un like et en s'abonnant. Profitez bien de l'histoire d'aujourd'hui. Si j'écris tout ça, ce n'est pas pour me dédouaner, ce n'est pas non plus pour alerter le grand public, parce que je sais très bien ce que deviennent les alertes quand elles sortent de leur contexte. On les déforme, on les fantasme, on les consomme. Je n'ai pas besoin que mon histoire devienne un spectacle. J'écris parce que je n'arrive plus à garder ces images derrière mes paupières. Parce que, depuis ce jour-là, mon sommeil est devenu une suite de couloirs. Parce que je sens encore, certains matins, l'odeur froide et minérale qui ne devrait pas exister sous plusieurs kilomètres de glace. Je fais partie de ce que l'on appelle, dans les documents, une équipe conjointe. Officiellement, une coopération scientifique internationale visant à améliorer la compréhension des dynamiques glaciaires profondes et à calibrer des modèles d'évolution à long terme. Le vrai objectif, celui qui n'apparaît que dans les annexes, c'est la détection d'anomalies de densité et de structures enfouies à grande profondeur, avec des implications stratégiques. J'avais signé des clauses de confidentialité si épaisses qu'elles avaient presque une odeur, celle du papier administratif qui absorbait trop de café. La mission s'appelait Aster. Un nom propre, doux, presque ridicule. Elle se déroulait dans une zone de l'Antarctique orientale où la topographie sous-glaciaire est encore, malgré les satellites, une page mal lue. On ne choisit pas ce genre de région par hasard. On l'a choisie parce qu'elle est loin de tout, loin des routes aériennes, loin des stations touristiques et des images faciles. Là-bas, le continent ressemble encore à ce qu'il est réellement, une masse de glace si vaste qu'elle a l'air d'être la Terre elle-même, dépouillée de ses contours. Notre base avancée n'était pas une station permanente. C'était un assemblage de modules pressurisés, de tentes techniques, de conteneurs isolés, posés sur un plateau d'une blancheur trop pure. Quand il fait très froid, la neige ne crispe plus, elle grince. Elle devient un matériau sec, presque métallique. La première nuit, j'ai eu du mal à respirer, pas à cause de l'air, mais à cause de l'impression que le silence comprimait tout. Même à l'intérieur. Avec les ventilateurs, les systèmes de filtration et les générateurs, le silence du dehors existait comme une présence. On avait amené du matériel lourd, des antennes radar, des capteurs sismiques, des câbles, des systèmes de forage thermique et surtout une sonde expérimentale. Un cylindre d'acier et de céramique bardé de capteurs conçus pour descendre au sol, s'orienter, cartographier et transmettre. On l'appelait la taupe. Les ingénieurs avaient de l'humour. Les premières semaines ont été comme toutes les autres missions. Le froid qui ronge les joints des gants. La peau qui se fend malgré les crèmes. Les lèvres qui brûlent au moindre sourire. Les procédures répétées jusqu'à l'absurde. On vérifie tout parce qu'une erreur, ici, n'est pas une erreur. C'est une disparition. L'anomalie a été détectée un soir où je n'avais plus de patience pour les chiffres. Je traitais des données de sismique passive, des vibrations naturelles et artificielles, un bruit de fond de la planète, trié, filtré, converti en images de vitesse et de densité. Les séries étaient propres. Trop propres. Les couches de glace, les interfaces, les variations de température, tout était cohérent jusqu'à une zone, à environ 3,5 km sous la surface, où les signatures devenaient absurdes. Au début, je croyais à un artefact. Une erreur de synchronisation d'horloge entre capteurs, une perturbation électromagnétique. J'ai relancé les traitements. J'ai changé de fenêtre, de filtre, de paramètres d'inversion. Le résultat revenait, obstiné, comme une vérité qui ne veut pas être corrigée. Il y avait une structure, pas une cavité irrégulière, pas un lac sous-glaciaire comme on en cartographie parfois, pas un pied rocheux. Une structure géométrique, des bords nets, une forme qui ne correspondait à rien de naturel à cette échelle. Un volume immense,
creusées ou délimitées, avec des surfaces planes, et un réseau de conduits ou de galeries qui semblaient s'y connecter. Je me souviens de mon propre souffle sur l'écran. Une buée furtive ridiculement humaine, alors que je regardais une image qui, si elle était vraie, ne pouvait pas être là. Bleu, de plus les sauts. Inès Delmas, ingénieure en instrumentation, était la seule personne sur place qui comprenait à la fois les limites des capteurs et la brutalité du terrain. Elle est arrivée dans le module data avec une tasse de thé qui fumait, ses cheveux serrés sous une cagoule, ses yeux déjà fatigués. Elle a regardé l'écran en silence, un long silence. Puis elle a dit seulement « Ce n'est pas un glitch ». Elle n'a pas dit le mot erreur. Elle n'a pas souri. Elle a posé sa tasse, et je l'ai vue, pour la première fois depuis le début de la mission, perdre un peu de cette distance professionnelle qui protège les gens ici. Son regard s'est durci, comme si elle venait de sentir une menace. Nous avons remonté les chaînes de mesure, vérifié les eurodatage, comparé les capteurs, intercalé les données de radar à pénétration de glace, et la même géométrie apparaissait. Elle n'était pas une illusion mathématique. Elle était une chose. Le lendemain, lors du briefing au chef de mission, un homme sec nommé Harper a pris la parole sans introduction. Il ne parlait pas comme un scientifique lorsqu'il annonçait quelque chose. Il parlait comme un officier. Or, officiellement, il n'en était pas un. Officieusement, je n'en sais rien. Il a affiché les images sur l'écran principal. Il a laissé quelques secondes de silence, le temps que chacun comprenne que ce qu'il voyait ne pouvait pas être dans un rapport standard. Puis il a dit « Nous allons descendre ». Ce n'était pas une figure de style, pas une descente au sens des données ou des modèles. Il parlait d'une descente réelle, de forêt, d'ouvrir un accès, d'atteindre cette profondeur. J'ai senti une chaleur froide dans ma poitrine, un mélange de peur et d'excitation, ce sentiment dangereux qui pousse les gens à franchir des lignes. Une partie de moi voulait être celui qui comprend. L'autre voulait simplement qu'on remette de la neige sur cette anomalie et qu'on fasse comme si elle n'avait jamais existé. On a commencé par ce qui est toujours le plus long. La logistique. Le forage en profondeur n'est pas une opération que l'on improvise. À 3,5 km, la pression est énorme. La glace est plastique. Elle se déforme. Elle peut refermer un tunnel comme une plaie qui cicatrise. Il faut un conduit stabilisé, un système de gainage, des fluides, une gestion de la température, une extraction des débris, une sécurité. Nous n'avions pas tout ça. Ce qui aurait dû arrêter le projet là, au contraire, accélérer. Harper annonçait qu'un soutien arriverait, des modules supplémentaires, du matériel, une équipe spécialisée. Il a dit cela comme si c'était déjà en route depuis le début, comme si la mission avait été conçue autour de cette découverte, et non l'inverse. Pendant que les jours passaient, l'anomalie occupait nos esprits. Dans la salle commune, on en parlait à voix basse, avec des termes prudents. Structure, volume, interface, cavité. Personne ne disait ville. Personne ne disait construction. Personne ne disait humain. Ce sont des mots qui, à ce stade, auraient été des blasphèmes. Le matériel est arrivé par temps clair, ce qui, là-bas, tient du miracle. Un avion cargo a survolé le plateau comme un insecte lourd, puis s'est posé sur une piste improvisée. Des silhouettes sont descendues, emmitouflées, rapides, efficaces. L'équipe spécialisée n'était pas une équipe de scientifiques. C'étaient des techniciens, des foreurs, des gens qui se déplacent comme s'ils savaient toujours où sont les sorties, et avec eux, il y avait 2 hommes et une femme qui ne portaient pas les mêmes badges que nous. Ils ne portaient presque rien d'identifiable. Ils ont pris possession du projet comme s'il leur appartenait. Le forage a commencé. Les premières centaines de mètres sont faciles. La glace y est plus froide, plus cassante. Les carottes remontent propres, translucides, striées d'années et de poussière ancienne. À mesure qu'on descend, la glace change. Elle devient plus dense, plus vieille. Elle craque moins. Elle se déforme. La température augmente lentement, d'1 degré par centaine de mètres, assez pour que l'eau devienne une menace. Un liquide invisible. Une lubrification qui peut devenir un piège. À 1000 mètres, déjà, l'idée de profondeur commence à peser. On travaille au-dessus d'un tube qui plonge dans la terre comme une pensée obsédante.
À 2000, on ne plaisante plus. Les procédures deviennent des prières. À 3000. On ne parle plus que par nécessité. La taupe a été préparée dans un silence presque religieux. Inès a vérifié chaque capteur comme on vérifierait le pouls d'un malade avant une opération. On a scellé la capsule, connecté les lignes de communication, calibré les gyroscopes. Le plan était de descendre jusqu'à proximité de la structure, de cartographier les derniers mètres, de confirmer la nature de l'interface, puis de décider d'un élargissement de conduit pour une descente humaine. Je me souviens de la lumière des projecteurs sur la glace, ce blanc qui n'a pas de fin, le vent absent, et ce tube noir, au centre, comme un trou dans le monde. La taupe est partie. Les données sont revenues par paquet. Images radar interne, mesure de densité, profil thermique. Tout était normal jusqu'à environ 3400 mètres, où le signal est devenu étrange. La glace n'avait plus la même signature. Elle semblait laminée, comme si elle avait été refondue, puis resolidifiée. Une glace qui avait connu une chaleur artificielle. À ces profondeurs, ce n'est pas impossible, mais c'est hautement improbable. Et surtout, la texture n'était pas celle d'un processus naturel. Puis la taupe a détecté un vide. Oh, wave, pad, en vais-je... un espace. Je n'avais jamais vu ça. La transition entre la glace et le vide n'était pas une interface irrégulière. C'était une surface plane, comme une paroi. La taupe a pivoté, a envoyé un faisceau. La forme s'est dessinée, une cavité immense, des surfaces angulaires, et, plus loin, des lignes qui revenaient, répétitives, orthogonales. Un réseau. Le mot ville a traversé ma tête comme une douleur. Harper a pris la décision immédiatement. On élargit. Les jours suivants ont été un mélange de travail brutal et de tension qui ne s'évacuait jamais. On a utilisé un forage thermique pour élargir le conduit. On a installé un gainage, des sections, des joints, une colonne descendante. À chaque étape, la glace menaçait. Elle gémissait parfois, un son sourd, lointain, comme si le continent respirait. Quand le conduit a été jugé stable, on a installé un ascenseur de descente, une plateforme métallique, des câbles, des moteurs, un dispositif qui, malgré toute la technologie, restait terriblement simple. Une cage suspendue au-dessus d'un abîme de glace. La décision de descendre avec des humains a été présentée comme une nécessité scientifique. En réalité, c'était un acte de possession. Je faisais partie de la première équipe. Harper, Inès, moi, un médecin, un ingénieur mécanique et 2 des personnes sans badge identifiable. Ils avaient des armes, discrètes mais réelles. Ce détail, à lui seul, aurait dû me faire comprendre la nature de ce que nous faisions. Mais la logique du terrain est différente. On accepte l'inacceptable tant que cela permet d'avancer. Nous nous sommes équipés comme pour une sortie en environnement hostile. Combinaison pressurisée légère, système respiratoire, lampe, caméra, capteur portable. Le conduit n'était pas en vide, mais la qualité de l'air en profondeur était inconnue. À ces niveaux, l'oxygène ne se trouve pas par hasard. Avant de monter sur la plateforme, j'ai regardé le plateau. J'ai vu les modules de la base, minuscules. J'ai vu la ligne du ciel, blanche et pâle, presque inexistante. Et j'ai pensé, de manière absurde, que c'était peut-être la dernière fois que je voyais la surface telle que je la connaissais. La descente a commencé. Au début, c'est presque banal. Les parois de glace glissent autour de vous, lisses, bleutées, éclairées par les lampes. On sent le froid qui remonte par les bottes, même à travers les isolants. On entend le ronronnement des moteurs, le frottement des câbles, et, par-dessus tout, le silence. Un silence qui n'est pas absence de son, mais absence de vie. À 500 mètres, la lumière de la surface disparaît complètement. On est dans un tube vertical, dans une nuit bleue. Les parois reflètent nos lampes, créant des halos et des illusions de profondeur. La glace, par endroits, contient des bulles d'air anciennes, des poussières. Chaque inclusion est un morceau de temps. À 1000 mètres, la pression psychologique commence. Le corps sait, même si le cerveau refuse, qu'il y a une masse énorme au-dessus. On respire plus fort. On cligne des yeux plus souvent. On a envie de parler, juste pour prouver qu'on existe encore. Personne ne parle. À 2000, le froid change de nature. Il devient moins mordant,
parce que la température augmente légèrement, mais l'humidité et la sensation de confinement augmentent. La glace n'est plus un cristal. Elle est une matière dense, presque cireuse, qui semble nous observer. À 2500, j'ai commencé à ressentir une pression dans les sinus, une lourdeur, comme si l'air devenait plus épais. Le médecin a demandé des confirmations respiratoires. Tout était stable. Pourtant, j'avais l'impression d'être dans une gorge. À 3000, je ne pensais plus au projet. Je pensais uniquement à la distance, à la remontée éventuelle, à l'idée que, si quelque chose arrivait au câble, nous serions des points perdus dans un cylindre, enfermés entre de la glace vivante et une profondeur sans fin. À 3400, les parois ont changé. Ce n'était plus la même glace. La lumière ne s'y diffusait pas pareil. Les reflets étaient plus mats, plus sombres. Et par endroits, on voyait des zones où la paroi semblait vitrifiée comme polie par une chaleur intense puis figée. J'ai posé ma main gantée contre la paroi. J'ai senti une froideur sèche, mais aussi une étrange régularité, comme si cette surface avait été travaillée. Inès a murmuré dans la radio. On approche. Le mot approche avait un poids insensé. À 3500, la plateforme a ralenti. Les moteurs ont changé de son. On sentait une vibration différente, un tremblement léger, comme si le câble résonnait autrement. Devant nous, dans la lumière des lampes, le tube ne se terminait pas en glace. Il se terminait en une paroi sombre, qui roule les lisses. Nous sommes arrivés devant ce qui ressemblait à une porte. Je ne parle pas d'une porte au sens banal. Je parle d'une surface verticale, parfaitement plane, encastrée dans la glace, qui ne pouvait pas être naturelle. Elle avait une texture qui absorbait la lumière. Ni métal, ni roche, ni glace. Quelque chose d'autre, un matériau dont la présence était presque offensive pour l'esprit. Parce qu'il imposait une intention, l'un des hommes armés a avancé à poser un capteur contre la surface. Les instruments ont affiché des valeurs incohérentes, conductivité variable, température étonnamment stable, une sorte de résonance, comme si le matériau vibrait à une fréquence imperceptible. Harper a donné un ordre court. On ouvre. Ils avaient prévu des charges de découpe. Pas des explosifs bruyants, mais des outils thermiques et des micro-coupes. Ils ont placé des dispositifs sur la surface, ont activé les séquences. Il n'y a pas eu de fracas. Il y a eu un son doux, presque un souffle, comme un soupir de métal chaud. La surface a commencé à se séparer selon une ligne qui est apparue d'un coup, parfaite, géométrique. Une segmentation. Une segmentation, comme si la paroi acceptait de s'ouvrir. Je me suis surpris à penser que nous n'étions pas en train de forcer une entrée. Nous étions en train d'activer un mécanisme. La section centrale s'est rétractée, non pas en tombant, mais en glissant vers l'intérieur avec une lenteur contrôlée. Derrière, il y avait de l'obscurité. Une obscurité qui n'était pas celle de la glace, mais celle d'un espace. Cutty, et avec lui une odeur. Je sais que ça paraît impossible. À cette profondeur, sous la glace, on s'attend à l'absence d'odeur, ou à une odeur de froid et de machine. Mais ce qui est venu vers nous avait une qualité minérale et sèche. Une odeur de pierre froide, de poussière fine et de quelque chose d'encore plus dérangeant. Une odeur qui évoquait un lieu fermé depuis très longtemps, mais pas mort, comme une pièce où l'air a été conservé. Le médecin a annoncé « Oxygène présent, atmosphère respirable mais appauvrie. Prudence. » Harper a assisté pour que nous gardions nos systèmes respiratoires. Nous avons franchi l'ouverture. Le passage faisait quelques mètres. Un couloir rectiligne, aux parois du même matériau sombre, avec une sensation immédiate de changement acoustique. Nos pas ne résonnaient pas comme dans un tunnel. Le son semblait absorbé. Même nos respirations, amplifiées par les masques, paraissaient étouffées. Puis le couloir s'est ouvert. Mais, et j'ai vu la cité. Je ne peux pas décrire cela d'une seule phrase. Mon cerveau, encore aujourd'hui, refuse de le ranger dans une catégorie. Ce n'était pas une grotte. Ce n'était pas une cavité naturelle. C'était un espace construit.
Une immensité souterraine, comme une vallée inversée, creusée ou aménagée, avec des structures qui se perdaient dans l'obscurité. Nos lampes, pourtant puissantes, ne suffisaient pas à éclairer les extrêmes. La lumière révélait des surfaces, des angles, des volumes, et le reste demeurait une masse noire. Le plafond était haut, peut-être à des centaines de mètres. On ne le voyait pas. On devinait sa présence à la manière dont le son mourait, à la manière dont l'air se comportait. Devant nous, il y avait une sorte de plateforme, un sol parfaitement plat, légèrement granuleux, comme un composite. Des lignes couraient sur ce sol, des rainures fines, des motifs réguliers. Plus loin, des formes s'élevaient. Des arches, des piliers, des façades qui n'étaient pas des façades au sens humain, mais des surfaces modulées, comme si l'architecture obéissait à des contraintes de fluide ou de champ. Inès a pointé sa lampe vers une structure massive. La lumière a glissé sur une surface qui ressemblait à de la pierre, mais qui avait une uniformité impossible. Pas de fissures, pas de grain naturel. Une matière fabriquée conçue. Je n'ai pas eu peur tout de suite. J'ai eu une sensation plus étrange. Celle d'être arrivé dans un lieu qui n'attendait pas ma présence, mais qui l'avait prévu. Comme si le simple fait que l'espace soit là, intact, impliquait une intention envers un futur observateur. Nous avons avancé lentement en gardant une formation. Les hommes armés en avant, puis Harper, puis nous. Les capteurs portables enregistraient tout. Température stable légèrement en dessous de zéro. Pression atmosphérique réduite mais viable. Traces de composés inconnus, mais rien d'immédiatement toxique. Un équilibre qui ne pouvait pas être un hasard. Les premiers détails m'ont frappé comme des coups. Il y avait des objets, pas des débris, pas des formations, des objets posés, des formes qui avaient une fonction, un rail, une console, un panneau, des choses qui ressemblaient à des interfaces mais sans écran visible. La matière semblait parfois se prolonger en filaments en surface sensible. Quand la lumière touchait certains éléments, il renvoyait un reflet opaline, comme une peau. Nous avons trouvé la première ouverture latérale, un passage qui menait à l'intérieur d'un bâtiment. Le seuil était large, sans porte. Le sol y était couvert d'une poussière fine, presque invisible, mais suffisante pour marquer nos pas. Cela m'a terrifié plus que tout le reste, parce que la poussière signifiait le temps. Un temps long, un temps sans entretien. À l'intérieur, l'espace ressemblait à une salle, vide mais pas abandonnée. Les formes étaient épurées. Des surfaces courbes, des niches, des structures qui auraient pu être des sièges, des plans de travail, des supports. Et au centre, un élément vertical, une sorte de monolithe mince, qui semblait taillé dans la même matière sombre, mais parcouru de veines plus claires. Inès s'est approchée, a tendu sa main gantée, puis s'est arrêtée. « Tu vois ça » a-t-elle soufflé. Je l'ai vu. Sur le monolithe, à hauteur d'homme, il y avait des marques, pas des dessins décoratifs, des inscriptions. Je ne dis pas que je les ai comprises, mais je les ai reconnues comme des signes intentionnels. Une écriture ou un code, des lignes fines, des angles, des courbes, organisées avec une logique. Et, en dessous, comme des empreintes, des creux qui auraient pu correspondre à des doigts. Harper a demandé « Ça ressemble à quoi ?» Inès a répondu, après un silence, « À rien que je connaisse. Mais ce n'est pas aléatoire. » Nous avons continué, et la cité s'est révélée, morceau par morceau, comme si elle refusait de se donner d'un coup. Chaque faisceau de lampe découpait un fragment et laissait le reste dans la nuit. Puis nous avons trouvé les corps. Ce n'était pas un cimetière. Ce n'était pas un amas. C'était une scène. Dans une large galerie, sous une arche, il y avait des silhouettes humaines. Debout, assises, certaines penchées, comme figées dans un mouvement interrompu. Elles étaient recouvertes d'une fine couche de livres, mais leur contour était net. Les vêtements, ou ce qui y ressemblait, épousaient leur forme. Certaines tenaient des objets. D'autres avaient la main posée sur une surface, comme si elles avaient appuyé sur quelque chose au moment exact où le temps s'est arrêté. Je me suis approché d'une femme ou d'une personne qui en avait la morphologie. Son visage était humain, indiscutablement. Les traits étaient fins, la peau pâle, durcie par le froid. Les yeux étaient ouverts. Et c'est là que j'ai senti mon estomac se nouer.
Parce que dans ses yeux, il n'y avait pas la panique. Il n'y avait pas l'horreur d'une catastrophe. Il y avait une concentration, presque une douceur, comme si elle savait. Le médecin a avancé, a examiné sans toucher. Il a dit, dans la radio, la voix serrée. Conservation exceptionnelle. Cryofixation rapide. Instantanée, ou presque. Instantanée. Ce mot a flotté dans mon casque comme un poison. Une congélation instantanée à cette échelle, dans une ville, avec des centaines, puis des milliers de corps, ne peut pas être un accident. Nous avons balayé la galerie. Il y avait des familles, des groupes, des gens réunis. Certains semblaient en train de se parler. D'autres avaient le bras levé, non pas pour se protéger, mais comme pour indiquer une direction ou saluer. Il y avait même, je m'en souviens trop bien, une scène où deux personnes se tenaient par les épaules, front contre front, comme dans un geste intime. Que trop. Figés ensemble. Les hommes armés ont cessé d'être menaçants à mes yeux. Ils avaient l'air petits, perdus. Harper a murmuré. Ils sont humains. Personne n'a contesté. Personne ne pouvait. Ce que je ressentais n'était pas la peur du mort. C'était la peur du sens. La peur que tout cela ait été choisi. Et là, pour la première fois, j'ai eu une pensée qui m'a fait presque chanceler. Et si nous étions en retard? Nous avons continué à avancer dans la cité, à travers des boulevards intérieurs, des places vastes, des passages qui se croisaient. Les structures étaient gigantesques, mais adaptées à des corps humains. Les hauteurs de plafond, les largeurs, les proportions. Tout suggérait une civilisation qui n'était pas une autre espèce, mais une autre humanité. Par endroits, la matière des murs semblait avoir des propriétés étranges. Elle renvoyait nos lampes avec une nuance différente, comme si elle modulait la lumière. Les capteurs détectaient de faibles champs, des variations qui n'auraient pas dû exister dans un endroit mort. Mais ces champs étaient stables, comme des résidus. Nous avons trouvé une salle plus grande que les autres, un espace central, peut-être une sorte de forum. Au milieu, il y avait une structure circulaire, un anneau immense, légèrement surélevé, parcouru de motifs semblables à ceux du monolithe. Et, autour, des corps disposés en arc, en rangées, non pas comme des victimes, mais comme des participants. Le médecin a dit, « Regardez leur position. Ils étaient là volontairement. » Je n'ai pas voulu l'admettre, mais c'était évident. Les corps n'étaient pas dispersés par une onde de choc. Ils étaient là comme on se place dans une salle avant quelque chose d'important. Comme si la fin avait été une procédure. Inès a localisé une console au bord de l'anneau, une surface lisse avec des creux, des zones plus claires. Elle a approché un capteur. Le capteur a bipé, surpris, comme si quelque chose répondait. Harper a ordonné de documenter, de ne rien activer sans validation. Mais l'un des hommes sans badge a déjà posé sa main, gantée, sur un des creux. Il ne s'est rien passé. Pas immédiatement. Puis j'ai senti, dans mes dents, une vibration, une fréquence basse, presque imperceptible, qui a traversé le sol, les jambes, le thorax. Les lampes ont eu une micro-variation, un scintillement léger. Le matériau sombre de l'anneau a renvoyé un reflet plus clair, comme si une couche interne s'était éveillée. Et, sur la surface, des motifs se sont éclaircis. Pas une lumière forte, une luminescence pâle, comme une phosphorescence contrôlée, des signes. Des suites de signes. Je n'ai pas compris, mais mon cerveau a réagi comme il réagit devant un langage. J'ai cherché des répétitions, des structures, des séparations. Il y avait un ordre. Le silence a été total. Même nos respirations semblaient avoir peur. Inès a murmuré « Ce n'est pas mort ». Harper a reculé d'un pas, comme si le sol venait de devenir instable. L'homme armé a retiré sa main. La vibration a cessé, et les signes se sont éteints lentement, comme une braise qu'on recouvre. À cet instant, j'ai compris quelque chose de simple et de terrible. Cette cité n'était pas seulement enfouie. Elle était scellée. Et nous venions de toucher un verrou. Je voudrais pouvoir vous dire que nous avons été raisonnables, que nous avons stoppé, que nous sommes remontés, que nous avons scellé l'accès, que nous avons laissé ce lieu dans son sommeil. Mais la vérité, c'est que la curiosité et l'ordre étaient plus forts que la prudence. Harper a demandé à Inès de tenter une interaction contrôlée. Elle a protesté brièvement puis a obéi.
parce que tout le monde obéit à quelque chose, même les gens brillants. Elle a mis en place des capteurs supplémentaires, a ajusté son gant avec une précision inutile, puis a posé sa main sur les creux, en cherchant une correspondance. Quand elle a touché la 3e zone, l'anneau a vibré à nouveau. Cette fois, ce n'était pas seulement une vibration. C'était une sensation de pression dans l'air, comme si l'espace se chargeait. Les cheveux sur ma nuque, sous la cagoule, se sont dressés. Les capteurs ont affiché une variation de champ électromagnétique, faible mais nette. Puis, à l'intérieur de l'anneau, la surface a changé. Un plan lisse est devenu translucide, non pas comme du verre, mais comme une eau figée. Et sous cette surface, une profondeur est apparue, comme si l'anneau n'était pas un objet, mais une fenêtre vers une couche intérieure. Et dans cette profondeur, il y avait des images, pas des projections comme nos écrans, des structures lumineuses, des volumes, des formes qui se dessinaient dans l'air. Une représentation en 3 dimensions, stable, silencieuse, une carte ou quelque chose qui y ressemblait, des lignes, des arcs. Une géométrie qui évoquait à la fois une topographie et un réseau. Je me suis rapproché malgré moi. J'ai senti mon souffle s'accélérer. Les formes se sont organisées. Et j'ai reconnu une chose qui m'a fait froid, plus que la température. C'était une coupe de glace. Une coupe de l'Antarctique, vue de profil avec ses couches. Mais elle n'était pas actuelle. Les niveaux, les épaisseurs, les courbes, tout indiquait une dynamique différente. Comme si la glace était en train de se former ou de progresser. Comme si quelqu'un avait modélisé une ère glaciaire à venir. Et dans cette coupe, un point brillait. Ici. Oh, nous étions... Puis un autre point, puis un autre. Des réseaux de points sous d'autres masses de glace, sous d'autres continents. Le médecin murmurait. Ils ont cartographié la planète. Harper a demandé... C'est quoi ça? Inès ne répondait pas. Ses mains tremblaient légèrement. Ses yeux suivaient les formes comme si elle lisait quelque chose au-delà des signes. Je voyais son esprit lutter. Elle a fini par dire. C'est un plan de confinement, de sauvegarde. Le mot sauvegarde n'a pas eu l'effet qu'il aurait dû. Parce qu'au même moment, l'image a changé. La coupe glaciaire a laissé place à une autre représentation. Une série de silhouettes humaines, stylisées mais reconnaissables, associées à des symboles, des successions, des branches, comme un arbre, comme une généalogie. Puis, au sommet de cette structure, un symbole plus grand est apparu, et je l'ai reconnu sans pouvoir l'expliquer. C'était une forme qu'on retrouve partout. Dans les motifs anciens, dans certaines gravures, dans des structures géométriques qui obsèdent les humains depuis qu'ils tracent des lignes. Une spirale. Une spirale simple, mais tracée avec une précision qui la rendait presque violente. Et autour, des variations, des fractales, des motifs qui évoquaient la croissance, la propagation, la mémoire. Je me suis senti nauséeux. Pas parce que c'était horrifique au sens banal. Parce que mon cerveau, quelque part, comprenait l'implication. Il n'était pas seulement une civilisation perdue. Perdue. Ils avaient pensé la continuité. Ils avaient pensé nous. Quand nous sommes sortis de la salle, je tremblais sans m'en rendre compte. Mes mains étaient rigides sur mes outils. Ma gorge était sèche malgré le masque. Je ne cessais de regarder les corps, leurs visages figés, et je cherchais quelque chose qui justifierait un accident, une panique, un chaos. Mais plus nous avancions, plus une organisation se révélait. Des zones de rassemblement, des salles de contrôle, des espaces de stockage, des corridors qui semblaient guider des flux. Tout était disposé comme si, au moment du gel, chaque groupe savait où être. Dans une salle latérale, nous avons trouvé ce qui ressemblait à une crèche, des berceaux ou des cocons alignés, et au-dessus, une structure qui aurait pu être un système de régulation thermique. Les cocons étaient vides, c'est un détail qui m'a hanté plus que les corps, parce que cela signifiait qu'ils avaient retiré les enfants, qu'ils avaient choisi qui resterait et qui partirait. Harper a insisté pour continuer. Les hommes armés l'accompagnaient, mais eux aussi commençaient à parler moins. L'un d'eux a vomi dans son masque, dans un coin, et a dû se retirer, honteux, terrifié de sa propre réaction. Nous avons fini par trouver une salle qui ressemblait à une archive.
Les murs étaient couverts de ce que j'ai d'abord pris pour des panneaux décoratifs. En réalité, c'étaient des couches de matière fine, comme des feuilles intégrées, chacune portant des motifs, des signes, des structures. Pas du papier, pas du métal. Quelque chose entre les deux, un support qui semblait avoir été conçu pour durer sans se dégrader. Inès a passé son capteur dessus. Elle a levé les yeux vers Harper. C'est de la mémoire? C'est de la mémoire. Harper a demandé comment elle pouvait en être sûre. Elle a montré l'écran. La structure interne est modulée. C'est comme un stockage, un encodage. Ils ont gravé de l'information à l'échelle microstructurale. Je ne comprenais pas tous ces mots. Mais je comprenais le sens général. Ils n'avaient pas seulement construit une ville. Ils avaient construit un réservoir de mémoire. Un lieu qui devait survivre à la glace. Dans un coin de cette salle, il y avait une chose qui a changé la nature de la mission. En un instant, une carte. Pas une carte holographique comme celle de l'anneau. Une carte gravée, matérialisée sur une surface claire. Une représentation du monde, mais pas celui que nous connaissons. Les continents avaient des contours différents, des mers plus basses, des terres émergées qui n'existent plus. Et, au centre, une masse qui ressemblait à l'Antarctique, mais entourée différemment. Le médecin, qui avait une culture générale solide, a murmuré. C'est une carte d'avant la montée des eaux. Je l'ai regardé. Il m'a regardé. Nous savions tous les deux ce que cela voulait dire. Une civilisation humaine qui aurait existé avant les grandes périodes que nous appelons histoire. Avant nos chronologies. Avant nos mythes codifiés. Avant les langues que nous lisons. Je me suis approché de la carte, et j'ai vu graver près d'un continent des symboles qui ressemblaient étrangement à des motifs retrouvés sur des sites anciens, des formes qui me rappelaient, sans que je puisse les nommer, des signes que j'avais vus dans des livres, dans des musées. C'était comme reconnaître une musique en ayant oublié le titre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et pourtant c'était là. Le retour vers l'ascenseur a été plus lent. Non pas parce que la distance était plus grande, mais parce que chaque pas nous éloignait d'une vérité qui commençait à se former dans mon esprit. Une vérité que je ne voulais pas accepter. Sous la glace, il y avait une humanité, et elle avait choisi de disparaître. Et elle avait choisi de disparaître. Quand nous sommes remontés, la lumière du module principal m'a agressé. L'air recyclé avait une odeur de plastique et de sueur. Tout ce qui auparavant était normal me paraissait soudain fragile et grossier. Les autres membres de la base nous ont regardés avec une avidité fébrile. Ils voulaient savoir. Ils voulaient des mots. Harper a donné des phrases contrôlées. Anomalie confirmée. Structure. Nécessité d'analyse. Procédure. Mais dans le regard d'Inès, je lisais autre chose. Une peur qui n'était pas celle de la profondeur. Une peur intellectuelle. Celle de comprendre trop vite. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'entendais la vibration de l'anneau dans mes dents. Je revoyais les yeux ouverts des corps. Et surtout, je revoyais cette carte et cette spirale, comme si ces formes avaient été imprimées sur l'intérieur de mon crâne. Le lendemain, le projet a basculé. On a envoyé d'autres équipes. On a élargi l'accès. On a commencé à prélever des échantillons de matériaux, à scanner, à cartographier. Les hommes sans badge ont pris davantage de place. Des communications cryptées ont augmenté. On parlait de contaminants, de protocoles, de risques informationnels. Et au milieu de tout ça, une idée s'est imposée à moi, lentement, comme une lame qui rentre dans la chair. Ce lieu n'avait pas été perdu, mais il avait été caché. Non pas par l'oubli, mais par une intention. Et si leur plan incluait que nous ne sachions jamais? Cette pensée, d'abord vague, a pris une forme précise lorsque j'ai entendu une conversation que je n'aurais pas dû entendre. Harper, dans un module isolé, parlait avec l'un des responsables sans badge. Je n'avais pas l'intention d'espionner. J'étais là parce que le couloir menait à la zone technique, et que, dans une base, on finit toujours par entendre des choses à travers des parois trop fines. La voix de Harper était basse. « On ne peut pas garder ça enterré, » disait-il. « C'est une révolution. » L'autre voix, plus calme, a répondu. «
Non, c'est une correction. Et une correction se fait sans traumatisme. Ils ont conçu l'ignorance. Nous devons la respecter. Je me suis figé. Ils ont conçu l'ignorance. Mais, je ne sais pas pourquoi ce choix de mots m'a glacé plus que tout le reste. Parce qu'il donnait à ce que nous vivions une dimension presque morale. Comme si notre ignorance n'était pas un accident historique, mais une composante essentielle d'un système de survie. Je suis retourné dans mon module, le cœur battant. Inès était là, assise, les mains autour d'une tasse qu'elle ne buvait pas. Elle m'a regardé et, sans que je dise quoi que ce soit, elle a compris que j'avais entendu quelque chose. Car tu as entendu, toi aussi? Je n'ai pas répondu immédiatement. J'avais peur que les mots, une fois prononcés, deviennent irréversibles. Elle a continué. Je travaille sur les structures de données, sur leurs archives. Je commence à voir des patterns. Ce n'est pas juste une ville, c'est un système de transmission et de verrouillage. Ils ont voulu qu'on hérite, mais sans se souvenir. Je lui ai demandé pourquoi. Pourquoi sauver une espèce future et lui imposer l'ignorance? Inès a pris une longue respiration. Parce que la mémoire est un risque, parce que si tu sais d'où tu viens, tu peux chercher à retourner. Et peut-être que retourner, c'est ouvrir quelque chose. Je n'ai pas voulu la croire. Mais tout, dans la cité, ressemblait déjà à une barrière. Les jours suivants, plus nous explorions, plus cette impression devenait tangible. Certains corridors étaient volontairement obstrués par des parois internes. Certaines portes n'étaient pas des portes, mais des scellés. Certains secteurs étaient isolés comme des chambres de confinement. Et, à chaque fois que nous activions un mécanisme, même sans comprendre, nous sentions une réponse, une vibration, une variation de chant, une attention muette. Puis il y a eu l'incident. Ce n'était pas spectaculaire. Pas une explosion, pas un effondrement. C'était pire, parce que c'était subtil. Lors d'une descente, une équipe secondaire a signalé une modification dans la température locale. Une augmentation légère, localisée, comme si un circuit s'était réactivé. Les capteurs ont enregistré une variation de composition de l'air dans une galerie profonde. Un enrichissement en oxygène, minime mais réel, suivi d'une stabilisation. En d'autres termes, la cité régulait son atmosphère. Harper a minimisé. Il a dit que c'était un effet de nos propres systèmes, une contamination. Mais Inès m'a montré les logs. Les données n'étaient pas compatibles avec une simple perturbation. Il y avait une réponse adaptative. Et, dans une salle que nous avions déjà traversée, où des corps étaient alignés comme des participants, un détail a changé. Un des visages n'était plus orienté de la même façon. Je l'ai vu moi-même lors d'une descente suivante. Je connaissais cette salle. Je me rappelais précisément la position d'un homme, assis, tête légèrement inclinée. Cette fois, sa tête était droite. Ses yeux fixaient la porte par laquelle nous entrions. J'ai senti une chaleur monter dans mon ventre, une nausée immédiate. Mon cerveau a cherché des explications. Un déplacement dû à une vibration, une déformation de la glace, un affaissement. Mais il n'y avait pas de glace dans cette salle. Le sol était stable. L'air était stable. Rien ne bougeait. Et pourtant, ce visage avait changé. Je me suis approché, très lentement, comme si l'espace lui-même pouvait se briser. Le givre sur ses cils était intact. La peau était toujours figée. Mais l'orientation n'était pas celle que j'avais mémorisée. Inès a vu mon regard. Elle a compris sans que je parle. Elle a murmuré. Ça ne devrait pas être possible. Harper a ordonné de ne pas diffuser l'information. Il a parlé de stress, de perception altérée. Il a dit que la fatigue provoquait des faux souvenirs. Il a dit tout ce qu'on dit quand la réalité devient trop dangereuse. Mais je sais ce que j'ai vu. Et c'est là, exactement là, que le récit que je me faisais a commencé à se fissurer. Jusqu'ici, l'horreur venait de la révélation. D'une civilisation humaine avancée, enfouie, sacrifiée pour un futur. C'était déjà assez pour bouleverser tout ce que nous pensions de nous-mêmes. Mais si quelque chose, dans cette cité, continuait à ajuster, à répondre, à se réorganiser, alors la glace n'avait pas seulement conservé. Elle avait contenu.
et nous allions commencer à interagir avec ce contenant. Je vais m'arrêter ici pour le moment parce que la suite exige que je décrive ce que nous avons trouvé derrière les secteurs scellés. Ce n'est pas une question de sensationnalisme, c'est une question de précision. Si je vais trop vite, je déforme. Et si je déforme, je trahis la seule chose qui me reste, la rigueur. Mais sachez ceci, avant que vous repreniez votre souffle. Ce que nous avons vu n'était pas seulement une tombe, c'était une interface, et nous avons posé nos mains dessus. Le lendemain de l'incident, Harper a fait verrouiller l'accès au secteur que nous n'avions pas encore exploré. Officiellement, pour raison de sécurité structurelle. Officieusement, parce que les communications extérieures s'étaient intensifiées et que la mission n'était plus seulement une mission. Elle était devenue un objet de contrôle. On nous a répartis en équipes. Certaines n'avaient plus accès qu'aux relevés en surface. D'autres descendaient pour cartographier, scanner, prélever. Et une seule équipe, celle que Harper appelait le noyau, gardait la main sur les zones qui ressemblaient à des archives ou à des centres de décision. Je suis resté dans le noyau au prix d'une vigilance que je n'avais jamais exercée sur ma propre parole. J'avais appris, depuis longtemps, que les bases polaires sont des microcosmes où tout se sait. Il suffit d'un regard, d'un ton. Là, ce n'était plus seulement de la curiosité. C'était de la surveillance. Inès et moi, nous nous parlions en fragments, souvent à demi-mot, dans le bruit des ventilateurs. Nous avions développé des réflexes ridicules, comme écrire certaines hypothèses sur des papiers puis les détruire, comme si cela pouvait avoir une utilité. La peur fait faire des gestes primitifs, même aux gens formés à la rationalité. Le 4e jour après l'ouverture, Harper a convoqué une réunion dans le module central. Il avait la peau tirée, le regard creusé. On aurait dit qu'il ne dormait plus. Il nous a annoncé l'arrivée d'une unité de soutien supplémentaire avec un laboratoire mobile et des spécialistes en matériaux. Il a aussi annoncé une consigne simple, aucune activation, plus aucune interaction tactile avec les structures. Il n'a pas expliqué pourquoi, mais je crois que tout le monde avait compris qu'il y a eu d'autres signaux, d'autres réponses. On n'a pas besoin de détails pour sentir qu'un lieu n'aime pas qu'on l'effleure. Ce soir-là, Inès est venue me trouver dans mon module. Elle avait les épaules basses, les mains rouges de froid malgré les gants. Elle a fermé la porte derrière elle sans un mot, puis elle m'a tendu une tablette de terrain. Un appareil durci, sans connexion extérieure, sur lequel elle avait copié des données. Je n'ai pas le droit, a-t-elle dit. Mais tu dois voir. Sur l'écran, il y avait des modèles, des reconstructions, des patterns qu'elle avait extraits des panneaux mémoire de la salle d'archives. Elle avait réussi à lire partiellement certaines structures internes, à inférer des redondances, des répétitions, des compressions. Je ne prétends pas comprendre toutes les méthodes. Ce que j'ai compris, c'est que ces panneaux n'étaient pas des décorations. Ils étaient un langage, gravé dans la matière. Elle a fait défiler une séquence de symboles, puis elle a zoomé sur une portion. Tu vois ce motif, a-t-elle demandé. C'était une spirale, mais pas la même que celle de l'anneau. Celle-ci était associée à une suite de formes qui ressemblaient à des couches, des strates. Elle a changé d'écran et a affiché un graphique de glaciologie, un modèle de progression d'Anansi. Ils ont tout modélisé, a-t-elle dit. Les cycles, la capture de l'humidité, la chute de température, les rétroactions. Ils savaient. Ils ont anticipé une bascule globale. Je l'ai regardé, incapable de répondre autrement que par un silence. Et surtout, a-t-elle ajouté, ils ont prévu un protocole. Elle a montré un autre pattern, une sorte de diagramme arborescent. À gauche, une forme qui évoquait une ville. À droite, une série de silhouettes. Entre les deux, des flèches et des symboles de séparation. J'ai senti une tension dans ma gorge. J'ai senti une tension dans ma gorge. Ça veut dire quoi, Inès? Elle a hésité, puis elle a répondu comme on prononce un diagnostic. Ils ont sélectionné, ils ont organisé une sortie, une migration, pas une fuite, une dissémination. Je n'ai pas tout de suite saisi l'implication. Mon cerveau résistait, puis une image m'a traversé, celle de la crèche vide. Et j'ai compris. Ils ont envoyé les enfants, et je murmurai. Elle a hoché la tête. Son visage était pâle, ou une partie de leur population. Des porteurs, des lignées, ils ont lancé quelque chose à la surface avant de sceller la cité.
Je me suis assis sur mon lit, le dos contre la paroi. Il faisait chaud dans le module, mais j'avais froid. Et ils sont restés, ai-je dit. Inès a levé les yeux vers moi. Ils sont restés volontairement. Et ce n'était pas seulement un sacrifice symbolique. C'était une fonction. Je l'ai fixée. Une fonction de quoi? Elle a pris une inspiration, puis elle a prononcé les mots qu'elle évitait depuis le début. De barrière. De barrière, le mot est resté suspendu entre nous, lourd, incomplet. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai repensé à la ville comme à une machine. Une machine dont la couche visible était un mausolée, mais dont la couche interne, invisible, continuait de tenir quelque chose à distance. Le lendemain, malgré les consignes, une descente a été planifiée vers un secteur que nous n'avions pas encore cartographié. Le noyau, toujours. Harper, Inès, moi, 2 techniciens, un des hommes armés, et une nouvelle personne arrivée avec l'unité de soutien, une spécialiste en matériaux nommée Sato. Elle parlait peu, observait beaucoup. Elle avait cette manière de regarder les surfaces comme si elle pouvait entendre leur histoire. Le secteur se trouvait au-delà d'un corridor où le matériau sombre prenait une texture différente, moins lisse, plus granuleuse, comme si l'architecture avait été renforcée. Les parois présentaient des nervures, des répétitions. J'ai senti en entrant cette sensation familière de pression dans l'air. Pas une pression physique mesurable, mais une pression de présence. Nous avons progressé lentement, sans toucher, en scannant à distance. À un endroit, le corridor s'élargissait et se terminait par une surface circulaire, un disque parfaitement intégré au mur, sans poignée, sans joint visible. Pourtant, les capteurs détectaient une discontinuité, une interface. Harper a donné l'ordre de ne pas activer. Il voulait seulement documenter. Sato a pointé un spectromètre portable vers le disque. Elle a affiché un profil. J'ai vu ses yeux s'écarquiller légèrement, puis se refermer. Ce n'est pas juste un matériau, a-t-elle dit. C'est une composite à gradient. Il change de propriété selon la profondeur. Comme si quoi? A demandé Harper. Comme si la surface était une peau, et l'intérieur une structure active. Harper a serré la mâchoire. Harper a serré la mâchoire. On ne touche pas. Nous avons commencé à installer des capteurs sur trépied, à distance. Quand quelque chose a changé, ce n'était pas un bruit. C'était une variation dans la manière dont nos lampes se comportaient. Une micro-atténuation, comme si l'air absorbait plus. J'ai eu la même sensation que dans la salle de l'anneau, cette vibration dans les dents, mais plus faible. Un murmure de fréquence. L'homme armé a levé son arme, un geste réflexe absurde. Comme si on pouvait viser une paroi. Inès a regardé ses logs. Elle a dit « Champ local en variation, très faible, mais stable. » Harper a demandé « Ça vient de nous. » Inès n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a dit « Bon. » Et dans ce silence, le disque a montré une ligne fine, circulaire, qui est apparue comme un givre inversé. Pas une fissure, une démarcation nette. Personne n'avait touché. Yo! Le disque s'ouvrait. L'ouverture n'était pas dramatique. Elle était silencieuse, contrôlée. La surface s'est rétractée, révélant un passage noir. Un noir plus dense que celui de la ville, parce qu'il n'était pas seulement absence de lumière. Il était absence d'air en mouvement. Un espace clos. Sato a fait un pas en arrière. Harper a murmuré une insulte, puis il a donné l'ordre de maintenir la position. Les capteurs enregistraient. Les caméras tournaient. Personne ne franchissait son protocole. C'est moi qui ai avancé le premier, non par courage, mais parce que quelque chose en moi, une curiosité maladive, avait déjà pris la place de la prudence. Je me suis arrêté au seuil. J'ai dirigé ma lampe dans l'ouverture. Le faisceau a révélé une salle étroite, allongée, avec des parois claires. Le matériau n'était plus sombre. Il était presque blanc, opalin, comme une céramique lisse. Et au centre de la salle, il y avait des structures verticales, alignées, comme des colonnes. Je me suis approché de la plus proche, et j'ai vu que ce n'était pas une colonne. C'était un corps.
mais pas comme ceux de la galerie. Pas figé dans une scène de vie. Celui-ci était dans une posture différente, debout, parfaitement vertical, les bras le long du corps, les yeux fermés, la bouche légèrement entr'ouverte. Et surtout, il était enfermé dans une enveloppe translucide, comme un cocon de verre ou de gel solidifié, qui épousait sa forme. J'ai reculé, involontairement. Il y en avait d'autres. Une rangée entière. Des dizaines, tous identiques dans leur posture, tous dans ces enveloppes. Le médecin, resté en arrière, a dit dans la radio. Ce n'est pas une congélation accidentelle. C'est un stockage. Stockage. Le mot de laboratoire, appliqué à des êtres humains, m'a donné envie de vomir. Inès a observé les enveloppes avec ses capteurs. Elle a murmuré. Température stable, pas seulement froide. Régulée et activité résiduelle. Pas des... Activité de quoi? Activité de quoi? Inès a levé les yeux vers lui. Elle avait l'air malade, métabolique, très faible, mais cohérente. Sato a ajouté, d'une voix tendue. Ces enveloppes ne sont pas des cercueils, elles sont des systèmes. Elles échangent. Elles maintiennent. Harper a serré le poing. On ne touche pas. Je suis resté au seuil, incapable d'avancer davantage. La salle donnait l'impression d'être un lieu où on ne doit pas entrer sans raison. Comme un sanctuaire de laboratoire, où chaque chose est à sa place. Et c'est là que j'ai vu le détail qui m'a fait perdre pour la première fois l'illusion de contrôle. Sur une enveloppe, à hauteur de poitrine, il y avait une zone plus claire, une forme comme une fenêtre. Et dans cette fenêtre, je voyais quelque chose bouger. Pas le corps, pas un geste visible. Quelque chose d'encore plus insupportable. Un léger déplacement de la peau au niveau du thorax. Une respiration. Une respiration. Je me suis figé. J'ai cru à une hallucination, à une illusion de lumière. J'ai rapproché ma lampe, j'ai ajusté l'angle, j'ai attendu. Et j'ai vu à nouveau la peau se soulever, presque imperceptiblement, comme un souffle retenu depuis des millénaires. Le médecin a chuchoté. Impossible. Inès a fermé les yeux une seconde, comme si elle priait pour que cela ne soit pas vrai. Puis elle a dit « Ils ne sont pas morts ». Le mot a résonné dans mon casque comme une condamnation. Harper a ordonné la fermeture immédiate du passage. Le disque s'est refermé après notre retrait, aussi silencieusement qu'il s'était ouvert. Mais je savais déjà que cela ne refermait rien dans nos têtes. Nous avions franchi une frontière. Nous venions de voir une population en sommeil, maintenue, préservée, pas comme un souvenir, mais comme une possibilité. Quand nous sommes revenus à la base, la mission a changé de ton. Les hommes sans badge ont pris le contrôle des communications internes. On nous a demandé de remettre nos appareils personnels de prise de notes. Harper a convoqué des briefings plus fréquents. Il parlait de risques biologiques, de contamination. Il ne parlait pas du fait que sous la glace il y avait des humains vivants. Inès a été mise à l'écart pendant 24 heures, officiellement pour repos, officieusement pour interrogatoire. Je l'ai vue dans son regard lorsqu'elle est revenue. Elle avait perdu quelque chose, une légèreté déjà rare. Elle m'a dit simplement dans un couloir, « Ils veulent que ça reste enterré. » Je lui ai demandé, « Oui, ils. » Elle a répondu, « Ceux qui ont autorité sur Harper. Et peut-être ceux qui ont autorité sur nos pays. Ça dépasse la science. » Je lui ai demandé ce qu'il lui avait dit. Elle a regardé autour d'elle avant de répondre. Ils ont un mot pour ça, pas dans notre langue, un mot de protocole. Ça signifie quelque chose comme maintien de l'oubli, le maintien de l'oubli. Cette expression m'a donné une impression de vertige, comme si l'oubli était un système actif, un effort. Le soir, j'ai repris les données qu'Inès m'avait laissées. J'ai essayé de croiser les diagrammes de dissémination avec les modèles glaciaires. J'ai cherché une logique. Et, peu à peu, une hypothèse s'est formée. Si cette civilisation avait anticipé une glaciation globale, si elle avait choisi de s'enfuir et de se sceller, alors elle avait aussi dû choisir ce qu'elle laissait à la surface. Pas seulement des personnes, des idées, des mythes, des fragments de technologie adaptés à une humanité redevenue primitive, des intuitions. Je repensais à cette spirale, à ces motifs qui ressemblent à des fondations de nos symboles, partout,
dans des cultures qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Je repensais au récit d'un âge antérieur, d'une connaissance perdue, présent dans des textes et des traditions qui jusqu'ici me semblaient des inventions, et je me suis surpris à considérer que certains mythes ne sont peut-être pas des déformations. Peut-être sont-ils des restes volontairement laissés, comme des graines. Ils ont construit un futur, ai-je murmuré dans mon module vide. Ils nous ont laissé partir avec des souvenirs incomplets. Exactement assez pour reconstruire, pas assez pour revenir. Le malaise existentiel, celui qui vous coupe la respiration, venait de là. De l'idée que notre histoire, nos progrès, nos erreurs, pourraient être une répétition guidée, une trajectoire encadrée par une main ancienne qui a choisi l'ignorance comme condition de survie. Le lendemain, une nouvelle descente a été ordonnée, cette fois vers un secteur encore plus profond, au-delà des archives. Harper n'a pas expliqué pourquoi. Il avait cette raideur de quelqu'un qui reçoit des ordres impossibles et qui essaie de les transformer en procédures. Nous avons descendu avec une équipe réduite. Harper, moi, Sato, le médecin et 2 hommes armés. Inès n'était pas autorisée à descendre. Harper a prétendu que c'était pour sa sécurité. Je savais qu'il mentait. Le corridor menant au secteur profond passait par des zones où l'architecture devenait plus austère. Moins de place, moins de structures de gîte, plus de parois épaisses, de surfaces non décorées. Comme si la cité, au-delà d'un certain point, n'était plus une ville, mais une installation. À un moment, nos lampes ont révélé une inscription immense sur un mur. Pas une inscription linéaire, mais un relief, une série de symboles gravés à grande échelle. Au centre, encore cette spirale, mais inversée, comme un vortex. Et autour, des formes qui évoquaient des couches, des séparations, des barrières. Le médecin a dit « ça ressemble à un avertissement ». Ça ressemble à un avertissement. Harper a répondu « ou à une instruction ». Nous avons continué. Le secteur s'ouvrait sur une salle plus grande que celle des enveloppes, plus froide, plus nue. Au centre, il y avait une structure qui m'a immédiatement rappelé l'anneau, mais en plus massif, plus complexe. Ce n'était pas un cercle, c'était une série de cercles imbriqués, comme des couches concentriques, chacun gravé de motifs différents. Au-dessus, suspendu à des supports, une forme verticale, un pilier, mais plus organique, presque comme une colonne vertébrale stylisée. Gato a murmuré. C'est un dispositif. C'est un dispositif. Sûr. Harper a demandé. Pourquoi? Sato a répondu. Les yeux fixés sur les capteurs. Pour contrôler un champ. Pour maintenir une condition stable. Je ne sais pas laquelle, mais c'est actif même si c'est faible. Et c'est là que j'ai senti, sans avertissement, une sensation de douleur sourde au niveau des temps. Comme si quelqu'un appuyait doucement à l'intérieur de mon crâne. Je me suis arrêté, j'ai cligné des yeux. Les autres semblaient aussi affectés. L'un des hommes armés a porté une main à son casque, comme si un son aigu le traversait. Oh, presse. Vous sentez ça? Harper n'a pas répondu. Il avançait, comme aimanté, vers la structure. Au sol, près d'un des cercles, il y avait une console, semblable à celle de l'anneau, une surface claire avec des empreintes. Et, sur cette surface, un symbole plus simple, presque familier. Une forme d'arc et de poing, comme une marque d'activation. Harper regardait l'un des hommes armés. « Non », a dit l'homme. Ce simple refus a fait quelque chose en Harper. Une fissure. Il a serré la mâchoire et a posé lui-même sa main sur la console. La vibration est revenue plus forte. Cette fois, elle n'était pas seulement dans les dents. Elle était dans la cage thoracique, dans les os. La salle entière semblait entrer en résonance. Nos lampes ont vacillé. Les capteurs ont affiché une hausse rapide de champ électromagnétique, puis une stabilisation. Et le pilier central a changé. Des lignes lumineuses, très fines, sont apparues le long de sa surface. Elles ne formaient pas des mots, mais des tracés, comme des circuits. Et, dans l'air, une sorte de brume a semblé se lever, non pas de l'humidité, mais une modulation de la lumière. Une représentation volumétrique s'est dessinée, plus grande que tout ce que nous avions vu. Ce n'était pas une carte, mais c'était un schéma de couches, une stratification de l'Antarctique, de la croûte, du manteau,
et au centre, un volume, celui de la cité. Autour, une zone plus large, une enveloppe. Le médecin a chuchoté. Ils ont isolé quelque chose. Et, à cet instant, la douleur dans mes tempes a augmenté. J'ai eu une impression de vertige, comme si mon équilibre interne était perturbé. Je me suis appuyé contre une paroi. Dans la représentation, l'enveloppe autour de la cité était marquée par un symbole répétitif, une sorte de motif de verrouillage. Et, au-delà de cette enveloppe, un autre volume apparaissait, plus profond, plus vaste. Et, là pour la première fois, l'horreur a changé de nature. Pas parce que j'ai vu un monstre, parce que j'ai compris que la cité n'était pas le fond. Elle était une couche construite au-dessus de quelque chose de plus ancien encore. Harper a retiré sa main brusquement, comme s'il avait été brûlé. La vibration a cessé, mais l'image a persisté quelques secondes de plus, comme une rémanence. Sato a dit, d'une voix très basse, « Ce n'est pas seulement une tombe, c'est un bouchon. » Le mot bouchon était trivial, presque ridicule. Mais il avait une justesse brutale. Nous étions au-dessus d'un volume que la cité confinait, et ce volume semblait être la véritable raison de tout. Harper donnait un retrait immédiat. Nous avons reculé, presque en courant, sans dignité. En quittant la salle, j'ai senti la douleur dans mes tempes diminuer. Comme si nous sortions d'une zone d'influence. Comme si l'endroit lui-même exerçait une pression sur les corps vivants. En remontant, je n'ai pas parlé. Je n'avais plus de mots. Mon esprit tournait autour d'une seule question. Qu'est-ce qu'ils ont scellé? Et pourquoi une civilisation entière, capable de technologies aussi avancées, aurait choisi de s'ensevelir et de disparaître, non seulement pour sauver l'humanité future, mais pour maintenir, pendant des millénaires, une barrière au-dessus d'un volume plus profond. À la surface, le vent s'était levé. La base était secouée par des rafales. Les modules vibraient. Les gens avaient ce regard tendu de ceux qui sentent qu'une tempête extérieure correspond à une tempête intérieure. Inès m'attendait près du module data. Elle m'a regardé, et elle a su immédiatement que nous avions trouvé quelque chose. Je n'ai pas eu besoin de lui dire. Elle a murmuré. « Vous avez vu la couche ?» J'ai demandé. « Tu savais. » Elle a baissé les yeux. Je soupçonnais. Les patterns, les verrouillages, la logique de confinement. Ils ne se sont pas enterrés seulement pour survivre. Ils se sont enterrés pour empêcher quelque chose de remonter. Et ils ont conçu l'ignorance, parce que la connaissance donne envie de creuser. Elle a posé une main sur mon bras, un geste rare, presque humain dans ce monde de procédures. Laurent, a-t-elle dit, ce n'est pas un accident qu'on ait détecté l'anomalie maintenant. J'ai senti mon sang se refroidir. J'ai senti mon sang se refroidir. Tu veux dire quoi? Elle a regardé autour d'elle, puis elle a murmuré. Le chant baisse. Le maintien faiblit. Il y a des variations, des réponses. C'est comme si la barrière perdait de la puissance. Et nous sommes là, ai-je dit, nous sommes là, a-t-elle confirmé, au moment où quelque chose commence à changer. Et ils ont peut-être prévu aussi ça. Cette nuit-là, j'ai rêvé de la cité comme d'un organisme. Pas vivant au sens biologique, mais vivant au sens de système. Une machine qui maintient une frontière, qui veille, qui attend. Et dans le rêve, je sentais, au-dessous, une pression lente, une force qui pousse contre la barrière, sans colère, sans urgence, mais avec une certitude. Le lendemain matin, un incident en surface a déclenché la panique. Un des capteurs sismiques, installé à quelques kilomètres de la base, a enregistré une vibration anormale. Pas un tremblement de terre classique, une impulsion. Un signal net, répétitif, comme un battement. Et ce battement venait du dessous. Les logs sont arrivés sur les écrans. Les ingénieurs ont d'abord parlé d'erreur de capteur, puis ils ont comparé avec un autre capteur. Même signal. Inès est entrée dans le module, les yeux écarquillés. C'est une signature interne, a-t-elle dit. Ça vient de la zone, et ça se répète, comme une séquence. Harper a été appelé. Il a regardé les courbes sans expression, puis il a dit quelque chose qui m'a glacé encore plus que les données. On descend. On descend? Je l'ai fixé. Tu viens de dire qu'on ne devait plus activer. Harper a répondu. La voix sèche.
Ce n'est plus une option. Ils veulent des réponses. Ils. Toujours ce pronom qui engloutit tout. Je me suis entendu dire « Et si descendre, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire ». Harper m'a regardé comme on regarde un obstacle. « Ravel, tu es là parce que tu sais lire ce que les autres ne savent pas lire. Tu descends. » Dans l'heure, nous étions prêts. Je me suis surpris à espérer que la tempête en surface interrompe la descente, mais elle ne l'a pas fait. Les procédures ne s'arrêtent pas pour Dujon. En entrant à nouveau dans la cité, j'ai senti immédiatement que quelque chose avait changé. L'air semblait moins stagnant. La sensation de pression, celle qui serre la poitrine, était plus nette. Et, par endroits, des lignes luminescentes, très faibles, apparaissaient sur certaines parois, comme si des circuits internes se réveillaient. Nous avons avancé vers la salle du dispositif concentrique, celle que Sato avait appelée un contrôle de champ. Plus nous approchions, plus la douleur sourde revenait dans mes tempes. Harper semblait déterminé, presque fébrile. Il avait la posture de quelqu'un qui se croit au bord d'une vérité et qui ne veut plus entendre la prudence. Quand nous sommes entrés dans la salle, j'ai eu un vertige immédiat. Les cercles concentriques étaient parcourus de fines lignes lumineuses, plus visibles qu'avant. Le pilier central pulsait faiblement, comme une respiration de lumière, et au sol, près de la console, il y avait quelque chose de nouveau. Une trace, pas une trace de pas, une trace de frottement, comme si un objet avait été déplacé récemment, dans une salle où personne n'était censé venir. Dans une cité censée être figée, je me suis accroupi, le cœur battant. La poussière fine était déplacée, comme balayée par un passage. J'ai levé la tête. Sato a chuchoté. Katabo, tout chic apéricaire. Non, le médecin a murmuré. Il y a eu une activité. Harper regardait la console. Il a posé sa main. La vibration a explosé dans nos corps, plus forte que la fois précédente. J'ai eu l'impression que mes dents allaient se fissurer. La lumière de nos lampes a vacillé. Des lignes sur les cercles se sont allumées, dessinant des motifs qui tournaient, lentement, comme un mécanisme en rotation. Et, dans l'air, l'image volumétrique est apparue. Cette fois, elle n'a pas montré une coupe. Elle a montré un réseau. Un réseau de points et de lignes s'étendant depuis la cité vers l'extérieur, vers des zones sous la glace. Des connexions, des conduits. Et, au centre, un point clignotait, comme un signal d'alerte. Puis, sans que personne ne comprenne comment, un autre symbole est apparu, plus grand, plus simple. Une forme qui évoquait une porte, et sous cette forme, un motif de spirale inversée. Inès a murmuré dans ma radio, restée en surface, parce qu'elle suivait les données. Laurent, je vois les flux. Le champ monte. Qu'est-ce que vous faites? Je n'ai pas répondu. J'étais incapable. Je regardais l'image, et je comprenais, par une intuition brutale, que ce dispositif ne montrait pas seulement. Il réagissait. Il signalait. Il signalait une faiblesse. Rôle qui s'ouvre. Et alors, dans la salle, quelque chose a bougé. Pas une vibration, pas une lumière. Un son très faible, profond, comme un souffle qui traverse un conduit. Comme l'air qu'on libère d'une chambre scellée. Et il venait d'un corridor latéral que nous n'avions jamais vu ouvert. Une paroi, auparavant lisse, présentait maintenant une fente. Une ouverture étroite, verticale, où s'échappait une brume froide. Harper a tourné la tête vers elle, et, malgré lui, il a reculé d'un pas. Je l'ai vu. La peur, franchissant sa discipline. L'homme armé a levé son arme, la main tremblante. Sato a dit « C'est en train de s'ouvrir ». Le souffle s'est intensifié. La fente s'est élargie, lentement, comme une bouche qui s'entr'ouvre, et de cette ouverture est venue une odeur que je n'avais jamais sentie dans la cité. Pas l'odeur minérale sèche, une odeur plus ancienne, plus lourde. Une odeur de roche humide, de métal oxydé, et de quelque chose d'organique, mais pas de vivant. Une odeur de profondeur qui n'a jamais vu la surface. Je me suis senti reculer. Mon corps, prenait une décision que mon esprit refusait. Harper a dit « On filme, on documente ». Oh, personne n'a bougé. Et puis dans l'ombre de l'ouverture,
J'ai vu une forme, pas une silhouette monstrueuse, pas un être. Une structure, un volume qui avançait lentement, comme si quelque chose glissait dans un rail. La lumière de ma lampe a accroché la surface, et j'ai compris avec un choc que ce n'était pas une chose qui venait du dessous pour nous attaquer. C'était une chose qui avait été installée là, comme une réponse, comme un mécanisme de fermeture ou de protection. Une porte interne. Une barrière secondaire. Une barrière secondaire. Elle avançait pour se refermer sur l'ouverture, comme si la cité, sentant l'activation, tentait de restaurer son propre confinement. Mais la barrière avançait trop lentement, et dans l'espace derrière, dans l'obscurité plus profonde, j'ai eu une impression, pas une vision claire. Une sensation, comme quand on sait qu'il y a quelqu'un dans une pièce sombre sans le voir. Une présence lourde, indifférente, qui ne se précipite pas parce qu'elle a tout le temps. La douleur dans mes tempes est devenue insupportable. J'ai porté ma main à mon casque, je respirais vite, mes pensées se fragmentaient. Dans ma radio, la voix d'Inès est devenue aiguë. Laurent, le chant décroche. Vous êtes en train de faire tomber le maintien. Coupez. Coupez maintenant. Je me suis entendu crier. Harper, retire ta main. Harper a tourné vers moi un visage tendu, furieux. Comme si je l'empêchais de toucher la vérité. Il a dit, on doit savoir. On doit savoir. Et j'ai compris à cet instant la dernière couche de leur plan. Pas seulement sauver l'humanité, pas seulement sceller une profondeur, mais compter sur une constante humaine, la curiosité. Ils savaient que, tôt ou tard, quelqu'un viendrait, quelqu'un activerait, quelqu'un toucherait. Ils avaient conçu des réponses, des couches, des barrières. Mais si la barrière faiblit, si le maintien baisse, alors il suffit d'un geste. Et ce geste, c'est nous. Je ne sais pas ce qui m'a donné la force, peut-être la douleur, peut-être l'instinct, peut-être la peur de comprendre. J'ai attrapé Harper par l'épaule, je l'ai tiré en arrière. Sa main a quitté la console. Sa main a quitté la console. La vibration a chuté brutalement, comme si on avait coupé un courant. Les lignes lumineuses ont pâli. L'image volumétrique a vacillé puis s'est dissoute. Le souffle de l'ouverture a diminué légèrement. La barrière interne, elle, a continué d'avancer, lentement jusqu'à couvrir une partie de la fente. Harper m'a repoussé avec rage, mais il n'a pas remis sa main. Parce qu'il avait vu lui aussi la lenteur de cette barrière et l'obscurité derrière. Nous avons reculé en silence, sans discuter, jusqu'à sortir de la salle. Derrière nous, la fente semblait se stabiliser, comme si le mécanisme reprenait le contrôle. En remontant, je tremblais de tout mon corps. Je savais que nous avions flirté avec quelque chose qui n'était pas un événement. C'était un processus. À la base, Harper a immédiatement été isolé par les hommes sans badge. Je n'ai pas assisté à cette discussion. Mais j'ai vu plus tard Harper sortir d'un module, le visage blême, comme un homme qui vient d'apprendre qu'il n'a plus de choix. Inès est venue me voir. « Tu l'as stoppé », a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Elle a ajouté, très doucement. « Mais tu sais ce que ça veut dire ?»« Ouais, je l'ai regardé. Ça veut dire qu'on ne peut plus faire comme si on avait juste trouvé une ville. » Elle a hoché la tête. Ça veut dire que la barrière est un système actif et qu'on vient de lui faire perdre de la puissance. Ça veut dire que si le maintien faiblit naturellement ou si on continue à interagir, il y aura un moment où la porte ne se refermera pas assez vite. Je me suis assis, vidé. Et alors, ai-je demandé qu'est-ce qu'il y a en dessous. Inès a fermé les yeux un instant, puis elle a dit une phrase qui m'a donné un malaise si profond que j'ai eu l'impression de tomber intérieurement. Je ne pense pas que ce soit un être. Je pense que c'est une condition. Un environnement. Une mémoire. Quelque chose qui ne doit pas se mélanger à nous. Je lui ai demandé sur quoi elle se basait. Elle a répondu. Elle a répondu sur les patterns, sur la façon dont ils parlent de l'oubli comme d'une protection, sur le fait qu'ils ont gardé des humains en sommeil comme une couche de maintien, sur le fait que la cité est construite comme un bouchon au-dessus d'une zone plus vaste. Tout indique qu'ils ne se protégeaient pas de la glace. Ils se protégeaient de ce qui est en dessous.
Je me suis souvenu des visages figés sans panique, de cette organisation, du sacrifice conscient, de ces gens qui savaient et qui avaient choisi de rester, non pas par fatalité mais par devoir. Et pour la première fois, j'ai senti quelque chose comme de la honte. Nous avions marché sur leur tombe, activé leur verrou, et nous étions à 2 doigts de faire céder ce qu'ils avaient maintenu pendant des millénaires. Cette nuit-là, il y a eu un dernier événement, celui qui a fait basculer ma perception de manière irréversible. Je me suis réveillé en sursaut, non pas à cause d'un bruit, mais à cause d'une sensation. La même douleur sourde dans les tempes, mais présente même en surface, comme une pression légère, insistante. Je suis sorti de mon module, dans le couloir, encore à moitié habillé. Les lumières étaient faibles, les ventilateurs ronronnaient. La base semblait endormie. Et pourtant, dans le module data, il y avait de la lumière. J'ai approché sans faire de bruit. J'ai vu une silhouette à l'intérieur. Oh, Ninès. Elle était debout devant l'écran principal, les épaules tendues, comme hypnotisée. Elle n'avait pas son manteau. Elle tremblait, mais pas de froid. Je suis entré. Inès, qu'est-ce que tu fais? Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a pointé l'écran. Regarde. Regarde. Sur l'écran, il y avait une série de signaux sismiques et au milieu une séquence nouvelle. Une impulsion répétée, structurée. Pas un bruit naturel. Un motif. Un appel. Et, plus inquiétant encore, il y avait des variations dans le champ mesuré en profondeur, des oscillations qui semblaient répondre à nos propres heures d'activité, comme si, en dessous, quelque chose avait commencé à synchroniser avec nous. Inès a parlé enfin, d'une voix rauque. Ils nous ont entendus. Je l'ai fixée, le cœur battant. Elle a secoué la tête, presque désespérée. Pas eux, Laurent, pas les corps, pas la cité, ce qu'ils ont enfermé. On a touché les verrous, on a fait baisser le maintien. Et maintenant, elle s'est interrompue, comme si elle n'osait pas finir. Et maintenant quoi, Inès? Elle a levé les yeux vers moi. Et dans son regard, il y avait une certitude terrible. Et maintenant, ça sait qu'on est là. Je suis resté immobile, incapable de contester. Parce que, dans mes temps, cette pression légère persistait, comme un doigt posé de l'intérieur. Je ne sais pas si c'était une réaction psychosomatique. Je ne sais pas si c'était un effet de champ. Je sais seulement que, pour la première fois, la cité ne me semblait plus un lieu mort. Elle me semblait être un organe d'un système qui commençait à se réveiller. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce détail qui me hante depuis le début. Le visage dans la galerie. Celui qui s'était redressé, les yeux ouverts vers l'entrée, comme si, depuis longtemps, quelque chose attendait le moment où l'ignorance prendrait fin. Merci d'avoir écouté mon histoire. Dites-moi en commentaire quel sujet vous souhaitez que l'on explore sur la chaîne. Abonnez-vous et à demain.